On a, il me semble, Jean de Ouais, Deblock salut. qui est là. Alors, Salut Débloc, Jean, et merci beaucoup pour, en tout cas Deblock. pour l'occasion de discuter avec vous ce soir, c'est hyper sympa. Et je risque d'utiliser pas mal d'anglicisme parce que j'arrive pas à faire autrement. Donc je suis vraiment désolé. Bah, Écoute, c'est avec plaisir. On saura te comprendre, j'imagine. On fera la Jean qui est, traduction. où on fera la traduction. Jean qui habite à Londres, si je ne dis pas de bêtises. c'est ça, c'est exactement ça. Avec toute l'équipe de Débloc, on est tous, enfin toute l'équipe. Une grosse partie de l'équipe de Débloc est à Londres. On a une grosse partie en Espagne aussi et 4-5 personnes en France. Ouais. Ok. Bon alors éventuellement on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais en fait Deblock c'est quoi? C'est tous les anciens de Revolut, la branche un peu Web3, tech, etc. qui sont Ouais, c'est pas vraiment ça en fait, c'est assez complémentaire, on pourra en parler vite fait, mais c'est en effet des cadres de chez Revolut, dont en français, je sais pas comment ça se traduit, mais dont la Chief Operating Officer. Ça C'est quoi? C'est commence bien. Directrice des opérations. Directrice des opérations de Revolut Banque et le boss de la banque même de Revolut. Donc il faut savoir que Revolut, c'est une fintech qui est pas régulée, qui a pas un agrément bancaire au Royaume-Uni, alors que c'est un peu leur marché mère. Par contre, qui a un agrément bancaire en Europe. Et donc en fait toute la personne qui gérait toute la partie européenne de la banque, de la vraie banque, hein, comme la Société Générale, comme d'autres d'ailleurs, est partie donc avec la directrice des opérations, moi-même et un Espagnol qui s'appelle Mario, qui a été quelque temps aussi qui a géré toute la partie engineering chez Ledger. Donc la partie d'accord. Web3, Ok. c'est un peu moi et Mario. Donc moi, je m'occupais je gérais tout le département crypto chez Revolut. Et Mario donc était boss d'engineering chez Ledger. Et nous, c'est vraiment le Web3 crypto. Et à côté de ça, on a deux personnes qui sont très un peu, je pas envie de dire chiantes quoi, mais c'est banque, régulation, rég affaires et compliance. Voilà. Ah bah, Donc, il en faut bien de toute façon. c'est On ça, peut c'est pas, ça, on c'est peut ça. pas être que dans le fun hein, quand on monte une banque. Mais là, ouais, c'est ça, il en faut, hein, parce que c'est vraiment un domaine que, pour le coup, moi, je maîtrise pas très bien. Mario qui était chez Ledger non plus. Et donc, c'est quand même, ça fait du bien qu'il soit là. Et le gros challenge pour ce qu'on fait, on l'expliquera en tout cas, c'est d'abord un challenge régulatoire et de compliance et d'agrément vis-à-vis de la France, vis-à-vis du Royaume-Uni, etc. C'est quelque Bien chose qui sûr. est très compliqué. J'en toucherai deux mots quand on commencera. Je sais pas si on a commencé ou pas. En fait. Écoute, on a commencé. Enfin, on a commencé. Hein, à partir du moment où de toute façon tu t'es présent, enfin, t'as pris la parole, on a commencé. Euh, on commence doucement, effectivement, en ayant déjà un aperçu du pédigré de l'équipe, qui est un beau pédigré, d'après ce qu'on entend. Effectivement, on est dans un stade que je ne dise pas de bêtises hein, du projet, qui est quand même très très early. On n'a pas Ouais. pour habitude. On n'a pas pour habitude, c'est pour ça que je mets un petit disclaimer de début d'Ama, parce que j'ai pas du coup énormément d'éléments en ma possession, si tu veux, à part les éléments que Chokai m'a transmis lors de notre appel. Tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez un Twitter bon, qui est existant, mais qui n'a pas encore d'activité. Vous avez une page internet bon, qui est en cours de construction. Donc c'est vrai que on n'a pas énormément d'éléments. Donc je tiens quand même à le préciser en début d'AMA. Donc évidemment on a une équipe en face qui semble être très compétente et c'est pour ça qu'on est là ce soir. On fait en général j'aime bien présenter des projets de early, mais avec quand même un minimum d'éléments qui me permet effectivement de faire mes propres recherches et me dire que c'est un projet qui est présentable entre guillemets. Là on a que la fiabilité Ça manque de substance, je l'accorde entièrement. Ça manque pour l'instant de substance. En termes de timeline, on est parti de Revolut grosso modo mi-2022. Mario, je crois que c'était septembre, il est parti de chez Ledger. On a levé ce qu'on appelle un pré-seed, un des plus gros pré-seed, je pense, européens, en tout cas ces 12 derniers mois. Donc on a fait une levée de 12 millions d'euros sans avoir de Oui, produit. quand même. Ouais, effectivement. Et ça, on l'a closé en octobre.
Et c'est une levée qui a été leadée par un fonds qui s'appelle Headline, qui est le fonds qui a leadé la première levée de Sorare. Un fonds qui s'appelle Hoxton, qui est le fonds qui a leadé Deliveroo, par exemple, et d'autres. Et entre autres, Thomas France, le fondateur de Ledger, Chain Analysis, mais aussi 2-3 gros dans le Web3, donc Kraken, entre autres, quoi. Ouais, il y a du beau monde derrière, effectivement. C'est ce qui me semblait avoir vu dans les éléments qui m'avaient été transmis. Mais voilà, ça a pu, enfin, vous avez pu lever autant par rapport à votre CV, j'ai envie de dire, à chacun. Ouais, c'est deux choses en fait. Alors, d'une, déjà, l'écosystème n'était pas idéal pour lever. Je pense que c'est un des pires écosystèmes aujourd'hui sur les 10 dernières années pour une levée de fonds. Une levée en précis, donc super early, sans avoir un produit, sans même d'avoir en fait d'équipe en dehors de l'équipe de fondatrice, c'est compliqué. Et lever en plein été, parce qu'on a commencé la levée en juillet-août 2022. Et c'est un autre challenge. C'est surtout qu'il n'y a pas d'investisseurs en été en règle générale. Ouais, exactement. Super compliqué. Super compliqué. Mais on arrive à lever pour deux raisons. La première, en effet, c'est l'équipe, je l'ai dit toi-même. La deuxième, c'est en fait la complémentarité même de l'équipe. Tu vois, une équipe qui peut être très très forte, mais si tu as 3 pontes de chez Goldman Sachs qui font la même chose, si tu veux, bien sûr. Ça se marche un peu sur les pieds. Et enfin, le projet en lui-même. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu présentes un projet, derrière, il y a un test de faisabilité du projet. Donc, en fait, ils vont regarder, ils vont faire une analyse du paysage. Je sais traduire en français, de la compétition. Mais surtout que les partenaires financiers que tu as cités, c'est des partenaires qui sont très regardants, donc qui ont vraiment une due diligence importante, quoi. Donc, c'est ça. Il y a eu grosso modo 1 mois et demi de due deal sur tout le marché et sur toute l'industrie pour voir si c'était faisable d'une ou pas et de voir quel était en fait le paysage compétitif. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait deux choses, je pense, très bien. Donc, alors, pour expliquer un peu ce que va être des blocs et ce qu'est des blocs, alors, tout ce que je dis, je peux dire, ça n'a jamais fuité dans la presse, même sur cette levée, on la garde en fait sous le coude pour faire une annonce un peu plus tard, etc. Donc, tout ça, en fait, c'est de l'info confidentielle, entre guillemets. Hein. Mais voilà, ce qui est des blocs, nous, ce qu'on veut en fait solver en fait dans l'industrie et pour les cryptos natives, c'est toute la partie on-ramping, off-ramping. Ok. On se dit en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que on a des gatekeepers qui sont les central exchange, typiquement FTX et autres. Ok. Dans un monde qui est censé être décentralisé, et en fait, c'est eux qui gèrent l'on-ramping, off-ramping. Et ça, il y a un point bloquant dans cet écosystème, c'est les banques. En fait, aujourd'hui, les banques, on voit HSBC qui est dernièrement a même refusé de faire de l'on-ramping via de la carte bleue, ce qui est complètement ouf, quoi. On n'est même plus sur bloquer du Swift transfert ou du SEPA, c'est directement carte bleue. Donc ça, en tant que tel, ça c'est un vrai problème. Et l'off-ramping, c'est encore pire. Et là, pour le coup, je blâme pas les banques. On a du MoonPay, par exemple, ou des acteurs d'off-ramping qu'on peut retrouver sur OpenSea ou autre, hein, d'ailleurs. On va aller off-ramper, moi, je sais pas, 50 000 balles. Et derrière, l'off-ramping va fail parce que la banque qui va recevoir 50 000 balles va dire bah, t'es mignon avec tes 50 000 balles, mais moi, je ne sais absolument pas d'où ils viennent. Je sais pas si c'était des bitcoins que tu as achetés il y a 10 ans ou en fait, tu les as chopés sur Silk Road ou équivalent ou tu as vendu de la drogue en ligne. Quoi. Ou c'est un hack ou en fait, j'en sais rien, je suis une banque. Moi, ce que je vois, c'est un transfert de fiat et c'est tout. Et pour cette raison-là, il y a une friction qui est énorme en fait entre aujourd'hui les plateformes, les central exchange et les banques. Et on a tourné un peu le problème dans tous les sens. On s'est dit, le seul moyen en fait de résoudre ce problème, c'est de nous-mêmes être la banque. Ok. Comme ça, on dit non à personne. C'est nous. Et en même temps, on va être aussi le non-custodial wallet. Comme ça nous permettra d'avoir une certaine visibilité sur la chaîne. Et donc en fait, quand on va aller voir le régulateur, on va dire, on va le non-custodial. On va faire tout notre transaction monitoring, donc monitorer par exemple les transactions sur la chaîne avec du elliptic, chain analysis, etc. Et derrière, on a donc la capacité en termes de règles de money laundering, de blanchiment d'argent, de pouvoir off-ramper les mecs directement sur un compte en banque, si on le souhaite. Ce qui veut dire que techniquement, en fait, la vision très simple de Débloc, c'est d'offrir un compte en banque, d'offrir une néobanque à la Revolut, à la Lydia. Très simple. Intégré complètement avec un wallet non-custodial. Okay, parce que moi, personnellement, qui suis aussi un crypto natif, je pense que c'est non-custodial ou rien, quoi. Et surtout qui nous permettrait d'avoir la vision en fait on-chain et de pouvoir déposer
très simplement tous nos cryptos directement sur wallet non custodial. Et la question, en fait, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça de manière custodiale, en dehors du fait que non custodial, c'est tes propres fonds, etc. C'est parce que la chain, contrairement au paiement SEPA, au paiement SWIFT, ne permet pas de rejeter un paiement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur un Revolut, un Binance, un Coinbase, etc., comme vous devez aussi le savoir, le Bitcoin, le crypto ne vous appartiennent pas. Légalement parlant, elles appartiennent à la plateforme en termes de custody. La plateforme les a en fait sur sa balance sheet. Et vous avez en fait un droit bénéficiaire sur ces cryptos. Ok. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que en fait, si demain, je dis n'importe quoi, un Revolut ou un Lydia ouvre en fait les crypto deposits de manière illimitée, tous les cryptos qui vont arriver sur cette adresse-là vont être des cryptos qui vont toucher la balance sheet de Lydia. Et c'est un truc qui ne peut pas se permettre d'un point de vue compliance et régulatoire. Parce que typiquement, si demain Vladimir Poutine envoie $1 million sur une adresse déposit de Lydia, Lydia va voir le $1 million arriver en Bitcoin et ne pourra pas le refuser parce que c'est la chain et ça va directement toucher en fait le wallet omnibus de Lydia. Et ça, d'un point de vue régulatoire, quand on est régulé par la CPR, donc la Banque de France, c'est un vrai problème. En fait, le seul moyen de le faire, c'est de le faire avec un wallet non custodial qui vous appartenait. Et derrière, de gérer en fait l'offre ramping. En termes de régulation, c'est la seule solution, le seul stack qui fonctionne. Et c'est pour ça en fait que Deblock, ça fait énormément de sens en fait de mettre une néobanque et un non custodial ensemble, et derrière d'avoir en fait une rampe on et off complètement illimitée à partir du moment où en fait c'est monitoré, qui permet de passer directement de son compte en banque à son non custodial et de son non custodial à son compte en banque. Donc si demain j'ai vendu un ape à 70 Ethereum ou un punk alien, on va aller dans l'extrême, un punk alien à 1000 Ethereum ou à 2000 Ethereum, j'ai pas vu les dernières ventes, mais on doit être grosso modo dans ces eaux-là. En fait, je peux envoyer mes 2000 Ethereum sur des blocs et les offre ramper directement sur mon compte en banque. Et ça en soi, c'est un peu magique, quoi. Voilà. Maintenant, le vrai challenge, et je finirai sûrement là-dessus, c'est il y a beaucoup d'acteurs en crypto aujourd'hui qui vont aller se réguler dans les Baltiques, où en fait, je vais vers des régulateurs qui en fait vont leur permettre d'avoir un enregistrement de crypto assez facile ou ce qu'on appelle un établissement de monnaie électronique assez facilement. Donc je pense à Malte, je pense à Chypre, je pense à la Lituanie ou à l'Estonie en particulier. C'est des régulateurs que je respecte bien évidemment. Maintenant, ils ne sont pas forcément respectés par toutes les institutions financières. Ce qui fait que si demain en fait je monte une banque en Lituanie ou en Estonie, il y a un vrai case de la part d'un Société Générale, d'un BNP Paribas, etc., pour refuser en fait les transactions qui sont faites depuis mon compte en banque. C'est pour ça que nous, on a fait le choix de se faire réguler uniquement directement par la Banque de France, par la CPR, même si c'est plus compliqué, même si c'est plus dur, même si c'est plus long aussi. Parce qu'à partir du moment où tu es régulé par en fait un régulateur français, qui est donc vraiment très clean pour le coup, qui est très compliqué pour un Deutsche Bank ou un BNP Paribas ou un Barclays, en fait, moi, les paiements SEPA, les transactions qui viennent de Deblock pour acheter un appart, pour payer un loyer ou pour même se faire payer un salaire, je les accepte pas parce qu'en fait, les mecs sont régulés dans un pays un peu à la con. Bon, là, non, c'est la France. Donc, on n'est plus une île, en fait. Et à partir du moment où on peut directement off-ramper sur un compte en banque qui est régulé par la France, on a un peu gagné le game, quoi. Alors oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En revanche, ce serait une première, j'ai envie de te dire. Donc c'est toujours enfin, on voit jamais aussi clair que quand il y a quelqu'un qui a déjà ouvert le chemin, quand on essaye de l'ouvrir soi-même en vérité. Et enfin, tu te dis pas que si des acteurs comme Revolut justement, parce que tu parles de la Lituanie par exemple, des Baltiques, etc., qui Revolut, qu'aujourd'hui c'est Revolut quand même, ils ont assez d'utilisateurs pour avoir une puissance, une portée assez importante. Si Revolut n'y arrive pas, pourquoi, enfin, comment vous comptez faire vous, Alors, en fait? ouais. Alors, c'est un sujet que je connais plutôt très bien parce qu'on Ah oui, travaillait c'est ça. tous et on bossait sur la régulation là-bas. Alors, il y a deux problèmes avec Revolut. Le premier problème, en fait, et c'est un peu contre-intuitif, c'est sa taille. En fait, plus on est gros, plus c'est compliqué de travailler avec le régulateur. Parce qu'en fait, il faut démontrer au régulateur que toutes les règles de crime financier, de financial crime,
et de blanchiment d'argent, de contrôle de blanchiment d'argent en place sont en fait solides. Et quand on a 10 millions d'utilisateurs comme Revolut, il y a toujours des trous dans la passoire. Donc en fait, Revolut, aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'ils existent, 5-6 ans qu'ils existent, 5 ans qu'ils essayent d'avoir une licence bancaire, et ça c'est le deuxième problème au Royaume-Uni, 5 ans que le Royaume-Uni leur refuse leur licence bancaire. Entre autres parce qu'ils ont grossi en fait trop vite. A contrario, si on prend un Monzo ou un Sterling au Royaume-Uni, ils sont arrivés à choper une licence bancaire alors qu'ils étaient que 15 et qu'ils avaient moins de 1000 utilisateurs. Ça allait très très vite. Donc en fait, encore une fois, c'est un peu contre-intuitif, mais plus on est petit, plus il est facile d'avoir un agrément bancaire. Ça, Et une fois que tu l'as, tu le gardes, c'est ça? Parce qu'en fait, votre but, c'est quand même de grossir. Donc, à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver dans ce cas où vous aurez forcément des trous dans la passoire, comme tu dis. C'est plus facile de l'avoir et de le garder que d'essayer de l'obtenir. Ça, c'est certain. D'accord. Et donc, pour toi, Revolut, ils ont grossi trop vite, ils ont explosé trop vite, donc ils n'ont pas eu le temps, en fait, de l'obtenir avant d'avoir quelques. Il y a d'autres problèmes chez Revolut. Alors, le premier problème, c'est en effet qu'ils ont grossi trop vite. Le deuxième problème, il est culturel. La culture de Revolut, c'est un vrai problème vis-à-vis du régulateur. Le CEO, Nick Sorensky, que j'aime beaucoup, hein, je bossais beaucoup avec lui. C'est quelqu'un de très intelligent. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui passe pas très bien avec le régulateur. Voilà, pour des raisons diverses et variées. En fait, c'est vraiment multifactoriel dans le cas de Revolut. Et le fait, encore une fois, que leur home régulateur, donc que la FCA au Royaume-Uni, refuse de leur donner une licence, ben ça complique en fait leur travail vis-à-vis des régulateurs dans d'autres pays. Donc typiquement, un Revolut, il va aller voir BaFin en Allemagne, donc le régulateur allemand, pour leur dire, ben voilà, on vient avoir une licence et travailler avec vous. BaFin, ils vont leur dire, attendez, pourquoi est-ce qu'on devrait vous faire confiance alors que votre home régulateur ne vous a pas encore fait confiance? Donc ça, c'est un autre problème. Donc déjà, il y a tout le problème de régulation pour Revolut. Le deuxième problème de Revolut, j'expliquais au début, c'est qu'en fait, ils ont le même stack que tout le monde. Le même stack qu'un Robinhood, le même stack qu'un Binance, le même stack qu'un Lydia, qui est un stack en fait qui fonctionne avec Fireblocks, etc., qui est un stack en full custody. Donc ils ont un omnibus wallet, ok, c'est pas vos cryptos, c'est celle de Revolut, elles sont sur la balance sheet, et derrière, il faut une réconciliation directement en base de données. Ok, donc en fait, ils vous disent, vous avez 5 bitcoins, peut-être que vous en avez 0, hein, on n'en sait rien, mais il faut une réconciliation en base de données, logiquement, c'est plutôt bien fait. Le problème de ça, c'est qu'ils ne peuvent pas ouvrir vraiment les déposits, parce que s'ils le font, eh ben, la terre entière et les terroristes du monde entier, s'ils le souhaitent, pourront envoyer leurs bitcoins et leurs Ethereum directement sur l'omnibus de Revolut. Ça, vis-à-vis du régulateur bancaire, ça ne passe pas. Nous, on n'a pas ce problème parce qu'on est non-custodial. Donc en fait, ce qu'il faudrait que Revolut fasse demain, c'est qu'ils migrent leur structure et leur stack en custody vers un stack non-custodial. Ben, ça, c'est un peu compliqué. D'accord, mais donc là, tu veux dire que le régulateur, lui, il tolérerait le fait. On en avait déjà parlé. C'est intéressant cette discussion parce que on en reparlera aussi juste après par rapport à la concurrence que vous avez aujourd'hui. C'est vrai que vous n'êtes pas les seuls à chercher à faire ça. On recevait l'Easy App il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un autre projet qui est à peu près dans le même esprit. Je crois il y a à peine un mois de ça aussi. Donc, il y a d'autres acteurs qui cherchent effectivement à prendre ce créneau du non-custodial. Et donc, toi, tu dis que les régulateurs accepteraient le fait qu'il y ait une transaction qui passe, mais peu importe, même si c'est du blanchiment, si entre-temps, la banque n'est pas responsable parce que les fonds, en fait, ne lui appartiennent pas, qu'ils appartiennent à son client. Ça, c'est toléré. C'est pas exactement ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le régulateur, en fait, il comprend ce qu'est un non-custodial wallet. Il comprend que ça appartient au client. Ça, il le comprend très bien. Maintenant, s'il y a une transaction qui est criminelle, hein, même criminelle, et qui arrive sur le non-custodial wallet qui a été développé, donc on en reparlera, mais non, on parle sur un non-custodial wallet MPC, qui a été développé par des blocs, ils savent qu'on peut rien faire. Ils savent qu'on peut pas empêcher cette transaction, qu'elle arrive, qu'elle n'est pas sur notre balance sheet, qu'on n'est pas responsable. Maintenant, nous, on s'engage vis-à-vis du régulateur. En fait, vu qu'on monitore les transactions sur la chain, si on se rend compte en effet que cette transaction est criminelle ou qu'elle n'est pas en accord avec la loi, on empêchera l'utilisateur d'off-ramper ses fonds sur la partie fiat, qui est pour le coup complètement régulée, puisque c'est la partie bancaire. Et on frisera probablement, tout dépend en effet de la gravité des faits, mais on frisera probablement le compte de l'utilisateur et on va l'offboarder. Donc on le sortira de l'écosystème. Voilà. Donc ça, le régulateur le comprend très bien. Il fait d'accord, en fait, vous faites votre travail, vous monitorez la chain, très bien. Si vous voyez qu'il y a un problème, en fait, toute la partie qui est régulée, vous ne laissez pas la personne blanchir cet argent, donc en fait, la transformer en fiat.
OK pour nous, quoi. Il y a aucun problème. Le côté difficile. Donc un criminel, il a le droit de passer par son compte, par un compte ouvert chez vous. Tant qu'il le passe pas en fiat, il peut derrière le retransférer sur un autre compte crypto. Globalement, c'est non-custodial, on peut rien faire. Donc en fait, on d'accord. peut pas bloquer une transaction. À part dire voilà, à part prévenir effectivement les autorités qu'il y a un truc un peu suspect qui est passé par là et donner effectivement les informations de transaction, vous pouvez rien faire effectivement. Donc tu parlais de friser, tu parlais de friser tout à l'heure. Donc on parle pas de friser les fonds, on parle bien évidemment on peut pas friser les fonds, c'est non-custodial. Bah oui, on peut pas. Après, on voit que ça se fait de temps en temps, mais En fait, toi tu frises le compte en fait, tu gèles le compte. je gèle le compte. Par contre, en effet, la partie non-custodiale, on ne peut rien faire, parce qu'encore une fois, c'est non-custodial. Ce qui rassure aussi nos utilisateurs. Je pense que ça va les rassurer de se dire, en fait, moi, tous les fonds que je mets chez des blocs, ils sont safe parce que c'est à moi, quoi. C'est non-custodial. Donc, ils pourront pas bloquer une transaction, même la mettre en attente. Ce qu'on voit parfois dans des centrales exchange où il peut y avoir un délai de 24 heures parce qu'ils doivent faire des vérifications. Tout ça, c'est pas possible. C'est non-custodial. Maintenant, nous, la partie vraiment importante, on parlait de la concurrence il y a 2 secondes, il y a 2 choses quand même qui sont clés. C'est déjà le non-custodial wallet, en fait, on le crée après l'onboarding, donc après le sign-up sur des blocs. Le sign-up, c'est exactement le même que celui d'une néobanque. Donc en fait, on va avoir a fortiori, de facto, un non-custodial wallet qui va être KYC. Moi, j'ai pas vu beaucoup de non-custodial wallet aujourd'hui qui étaient KYC. Ce sera probablement un des premiers. Parce que on a le même en fait sign-up que la partie néobanque. Ça, c'est la première chose. Donc ça, encore une fois, ça rassure le régulateur qui dit en fait, enfin sur la chain, on va pouvoir se dire que cette adresse-là elle appartient à ce mec-là et ce mec-là est KYC. Ok, donc ça c'est plutôt cool. La deuxième chose, la chose un peu compliquée, c'est choper en fait l'agrément bancaire pour le coup, pas l'agrément d'établissement de monnaie électronique si je dois être précis. Pardon. Et nous, on a discuté avec la CPR plusieurs reprises. Donc ça, c'est la Banque de France. On a discuté avec l'AMF aussi. On a bien sûr envoyé notre demande d'agrément envers ces 2 institutions. Nous, c'est clair. Moi, je veux bien qu'il y ait la concurrence, etc. Nous, la CPR et la Banque de France nous a dit, c'est bien simple, on n'a pas vu d'autres projets comme ça, ever. C'est le premier. En termes de régulation et d'agrément, il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc vous visez une floraison en France. Donc le but, c'est de vous implémenter en France et de commencer par la France via la Banque de France. Voilà, le but, c'est vraiment de se faire réguler en France parce que, encore une fois, si on se fait réguler dans un pays qui n'est pas 100% clean, que ce soit, et je pense encore une fois à Gibraltar, par exemple, à la Lituanie, à Malte, à Chypre, voilà, tous ces régulateurs qui sont européens, donc qui permettent derrière, évidemment, un passeportage de la licence ou de l'agrément sur d'autres pays européens. Le problème de faire ça, c'est qu'on va se retrouver face à des situations dans lesquelles, en fait, les autres banques, et ça vient de notre expérience aussi chez Revolut, refusons vous allez vouloir payer votre loyer, on va vous dire non, tu essaies de te payer ton loyer chez HSBC. HSBC va dire non. Il y a hors de question qu'on banque ou qu'on accepte des transferts venant de des blocs. Ça va être tout à l'heure. C'est ça, c'est hyper important. Même Revolut, en fait, est face très souvent à des banques qui refusent les transferts de Revolut. Pourquoi ? Parce que Revolut est une banque qui est régulée, qui a un agrément en Lituanie. Non, mais ça peut se comprendre effectivement qu'il y ait des différences de régulation. Pardon, je te laisse. Ouais, c'est DMD. Le fait que vous soyez régulé en France, c'est une garantie que les autres banques vont accepter les fonds, ou c'est juste que vous l'espérez, ou est-ce que légalement, du fait que vous soyez régulé en France, ils sont obligés de les accepter les fonds? Il y a jamais d'obligation. Okay, une banque, c'est une boîte privée à la base. Donc en fait, elle fait ce qu'elle veut. Quoi. Si elle veut arrêter. Si la BNP décide de vous blacklister parce qu'il reste anti-crypto, en fait, vous risquez d'avoir le même problème que Revolut. Maintenant, il y a 2 choses dans la régulation et dans ce qu'on appelle le régaffaire. Il y a la loi et il y a la relation. Et il faut bien distinguer les deux. Il y a la relation au régulateur et à l'écosystème bancaire, et il y a ce que dit la loi. Et en fait, dans la relation à l'écosystème bancaire, ça devient très compliqué pour un BNP Paribas de dire non, parce qu'en fait, ils font partie du club de la CPR. Il faut savoir que la CPR et la Banque de France, c'est quand même les plus grosses banques françaises. À partir du moment où eux, ils disent oui, il y a des gros ponts, en fait, entre les deux. À partir du moment où eux disent oui, en termes de relation vis-à-vis du régulateur, et ça, ça se vit avec l'expérience,
voilà. C'est très compliqué de sortir quelqu'un du club. Le club a dit oui, le club France a dit oui. Voilà. C'est un peu ça. Hein. C'est vraiment un peu ça dans l'approche. Après, voilà, c'est pas une garantie à 2000%. Si le PDG de BNP Paribas nous déteste et qui veut vraiment nous emmerder, quitte à mettre sa carrière entre parenthèses parce qu'il nous l'a absolument. Oui, bien sûr, légalement, il peut le faire. Maintenant, c'est pas recommandé en termes de réputation et c'est pas recommandé en termes de relation avec le régulateur. Ok, ouais, même vis-à-vis de l'opinion publique, parce que là, pour le coup, ils peuvent pas dire on a refusé parce que c'est une banque qui est immatriculée à l'autre bout du monde. C'est quelqu'un qui est régulé en France, donc effectivement, C'est ça. c'est moins légitimement. C'est ça. Ok. C'est très compliqué. C'est ça. Ok. Et j'avais une autre question. Dans le meilleur scénario, vous voulez réellement que les gens aient des comptes courants chez vous avec leur salaire qui soit versé, les prélèvements des loyers et compagnie, ou vous dites quand même que vous serez probablement quand même plus utilisé juste pour faire du on et off ramp et que les Ouais. utilisateurs gardent leur compte dans les banques habituelles? C'est une très bonne question. En fait, moi personnellement, alors là, je vais parler surtout pour moi. Moi, j'ai une vision à 2 étapes. L'étape numéro 1, c'est d'aller chercher d'abord les crypto-natifs parce qu'on résout un vrai problème pour eux et histoire qu'ils puissent, d'une, avoir confiance en nous parce que c'est du non-custodial, de deux, solver ce problème de on-off ramping directement on-chain. Voilà, on dire, voilà, tu peux off-ramper tes 2 millions de dollars si tu veux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de travailler beaucoup sur notre communauté Web3 et on va en parler dans 2 secondes peut-être, mais lancer une collection NFT autour de la utility, autour de ce qu'on fait, etc. Parce qu'on pense que c'est important, parce que c'est un moyen aussi de créer des synergies autour de notre communauté, de notre produit. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, pour aller plus peut-être dans ton sens, c'est un problème de vision. C'est plus un problème de vision au niveau de ce qu'est une banque, est-ce que vraiment être une banque. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'une banque, c'est en fait une institution financière, vous allez lui prêter de l'argent. Donc, en fait, vous prêtez de l'argent à la banque, et en échange, la banque va vous donner des services financiers sur votre argent. Okay, mais c'est de la custody, comme on fait de la custody de crypto, exactement de la même manière. Moi, j'aime pas trop cette vision-là. Parce qu'on se retrouve dans des schémas, typiquement en Suisse avec les citoyens russes, aujourd'hui, à juste titre ou pas, hein, d'ailleurs, au passage, hein, qui se voient, en fait, privés de leur argent avec des comptes en banque qui sont frisés juste parce qu'ils sont russes. Où on va se retrouver avec, par exemple, je crois au Liban aujourd'hui, des saving accounts qui sont aussi frisés juste parce qu'en fait, le système financier est en train de s'écrouler et il y a une hyperinflation. Les gens, ils sont pour rien, mais ils sont privés de leur argent. Voilà. Moi, j'ai un peu du mal avec ce système-là, personnellement. Et j'explique en 2 secondes hein, la vision de l'étape 2. Il faut savoir qu'un Revolut, par exemple, alors encore une fois, information un peu confidentielle, mais c'est vrai aussi pour Monzo au Royaume-Uni, c'est aussi vrai pour Lydia en France. La balance moyenne aujourd'hui dans les néobanques, dans les startups fintech, c'est 300 €. C'est très peu. Et j'ai envie de dire à juste titre parce que les gens leur font pas confiance. Ils disent, en fait, c'est une startup, si demain ça se casse la gueule, ça va être compliqué, est-ce que je retrouve mon argent, est-ce que je ne retrouve pas, etc. Et je l'entends très bien. Nous, l'idée, c'est de dire, on va choisir un stablecoin. OK, donc bon, déjà, il y a tout le côté fiat, etc. Ça, comme une néobanque, ça bouge pas. Mais ce qu'on va offrir, c'est une sorte de ce qu'on appelle une walled garden approach. On va choisir un stablecoin, typiquement, je sais pas moi, l'euro C, qui est l'équivalent de l'USDC, qui est issu par Circle, qui est backé 1-1 par l'euro, qui est audité tous les 6 mois, qui est régulé par FinCEN aux États-Unis, etc. Et si vous le souhaitez, gratuitement, vous pouvez mettre une partie de vos euros dans la partie non custodiale en euro C. Et cette partie-là, gratuitement, elle sera on-rampée, off-rampée d'euro C à euro, automatiquement, en tâche de fond. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez mettre toutes les banques aujourd'hui, et tous les systèmes financiers, en tout cas en Europe, pardon, sont garantis par le fonds de garantie jusqu'à 100 000 €. Okay, et des banques qui se sont cassées la gueule, je vais vous en citer 12 là, tout de suite. Okay, ça arrive, et plus souvent qu'on croit. Typiquement, la Société Générale, en 2008, n'était pas très très bien non plus, hein, on se rappelle de Cariel. Mais ça veut dire surtout en fait que si demain une banque se casse la gueule, eh ben, vous retrouvez vos économies jusqu'à 100 000 €. Et après, c'est mort. L'idée de dire... Le meilleur en fait, des deux mondes. C'est ça. Nous, l'idée de dire, en fait, ces euros-là, vous pouvez les mettre en euros C. Encore une fois, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, gratuitement, dans la partie non custodiale.
qui vous appartient. Ce qui fait que même si demain, des blocs tombent en est le prochain FTX, ou pour X ou Y raison, où il y a une hyperinflation, où en fait l'entièreté du système financier se casse la figure, bah, vous êtes protégé jusqu'à, peu importe, quoi, jusqu'à l'infini. Parce que en fait, cet argent est resté en votre possession dans la partie non custodiale. Moi, en termes de vision, je pense que le futur de la finance, la vraie financial freedom, c'est ça. C'est garder en fait son argent chez soi, ok, en son contrôle, l'argent que personne ne pourra friser, que personne ne pourra prendre, que personne ne pourra en fait dépenser ou retirer sans notre accord, ok, parce que c'est non custodial, et en même temps avoir tous les services financiers, que ce soit la DeFi, mais aussi côté fiat, parce que faut pas se mentir, on est dans un monde dans lequel on a toujours besoin de aller faire nos courses chez Carouf et payer notre loyer et recevoir notre salaire, etc. Et aujourd'hui, des blocs en termes de vision, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est en fait bridger un peu ces deux mondes. C'est le côté fiat bancaire et le côté non custodial crypto, et prendre le meilleur, les mettre ensemble et dire voilà, la crypto, elle peut aussi marcher en fait demain si vous avez besoin d'acheter une voiture ou des dépenses quotidiennes, et tout en apportant en fait une innovation technologique qui vous permet en fait de rester maître de vos fonds sans que personne, même pas l'institution financière, ait un droit de regard dessus. Ok, super. Moi, je valide, j'approuve la pensée. Pour dérouler un peu la raison de ma question, et pour le coup, tu as répondu encore plus que ce que j'attendais, en donnant des chiffres, par exemple, que chez Revolut, les gens ne mettent pas plus de 300 euros en moyenne. Ce que je me disais, moi, c'est que si je passais tout loyer, tous les prélèvements et compagnie chez Desblocs, j'aurais un peu peur que, parce que j'ai fait une opération que j'aurais pas dû faire on-chain, je sais pas, passer par Tornado Cash ou quelque chose comme ça, vous mettiez à considérer que je suis un terroriste, ou en tout cas, malgré vous, hein, mais parce que le régulateur vous le demande, et comme tu l'as dit tout à l'heure, que vous mettiez à friser mon compte. Et pour le coup, même si je suis pas un grand fan de l'euro, comme tu dis, on en a besoin pour manger, et ça me ferait peur de me retrouver coincé, entre guillemets, chez vous. Mais bon, du coup, effectivement, même sans cette problématique, c'est déjà le cas chez Revolut. Les gens n'y vont pas pour transférer la totalité de leur service bancaire, quoi. Donc, vous visez pas plus que ça. Ouais, alors il y a deux choses là, c'est intéressant ce que tu dis. La première, en fait, c'est que la partie, en effet, euro qu'on pourrait éventuellement friser, qui est la partie régulée, ça va pas se faire non plus comme ça, hein. Il y a un comité, c'est assez carré, il y a un comité de compliance, et quand ça se fait, il y a toute une équipe FinCrime, etc. Quand ça se fait, c'est pas parce que tu as juste utilisé un mixeur à un moment donné. Et puis, si tu as utilisé un mixeur et que avec ces fonds-là, et que tu les envoies sur des blocs, déjà, moi, je t'invite à pas les envoyer sur des blocs, parce qu'on ne sait pas quoi ce qui peut se passer. Mais même si tu les envoies sur des blocs, en fait, on a un score sur les fonds, et on va te dire, typiquement, ces deux bitcoins-là, tu peux les off-ramper. Par contre, ce bitcoin-là, ok, qui est passé par un Tornado Cash, ou qui a touché pour X ou Y raison le dark web et je ne sais pas quelle wallet qui a eu des activités terroristes ou cheloues, celui-là, par exemple, on ne peut pas y toucher. Voilà. D'accord, Donc, en fait, c'est pas forcément freeze ou non freeze. Il peut y avoir non, bien sûr, il y aura éventuellement. il y a une réponse graduelle, bien évidemment. Ok. Alors, si on voit qu'un wallet est directement impliqué dans des activités terroristes, là, en effet, ça sera freeze et on appelle Ouais, les ouais, bien autorités, sûr. on appelle le parquet antiterroriste tout de suite. Voilà. C'est très clair, ça va passer comme ça. Maintenant, si c'est juste un tornado cash, en fait, on bosse avec Elliptic et Chainalysis aujourd'hui. Eux, ils nous donnent un score et du FinCrime, et on bosse aussi avec d'autres boîtes, hein, Complete Advantage entre autres, etc. Et une finance score en termes de FinCrime dit voilà, ça c'est votre head of compliance qui doit décider parce que c'est un peu gray zone et on sait pas trop. Et en tout cas, ces deux bitcoins là, c'est bon, ils sont green. Par contre, celui-là, il est un peu amber, il est un peu orange à voir, quoi. Voilà. Et là, il y a plusieurs process en place, il y a plusieurs polices, ça s'appelle des policies dans les institutions financières. Qui vont, en fait, en fonction de la gravité des faits ou en fonction de ce que ça a touché, qui vont mettre en place plusieurs process. Donc, on va avoir un process où, en effet, il va y avoir un agent du customer support qui va reach out et qui va dire, écoute, ce bitcoin-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux me montrer les documents qui font que, en effet, tu l'as acheté de manière legit à ce wallet, etc., ou par un desk OTC en Asie ou j'en sais rien. Je dis absolument n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Et derrière, il va y avoir peut-être une réponse un peu plus forte en fonction de, entre guillemets, la gravité des faits, quoi. Il peut y avoir une suspension en effet du côté fiat off-ramping, et puis y avoir un freeze, et puis y avoir jusqu'à un report des autorités en fonction en effet encore une fois de la gravité.
Mais il y a une réponse toujours graduelle, bien évidemment. Ok, merci pour toutes ces précisions. Merci Donc, à toi pour ta question, Diamdou. C'était très pertinent. Et merci pour effectivement tes réponses. Très intéressant. Et alors, juste souligner un truc qui m'a marqué. Et ça fait plaisir à entendre, en fait, venant de quelqu'un comme toi qui est dans l'institut, enfin, qui est dans la banque globalement depuis un moment. C'est que, enfin, venant de toi, en tout cas, ça réconforte dans le fait qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, en fait, depuis longtemps, des pro-crypto nés. C'est le fait que tu te dises, voilà, si le système financier, enfin, tu y penses en tout cas, si le système financier demain s'écroule, c'est une possibilité pour toi. Effectivement, les banques n'assument pas plus de 100 000 euros. Aujourd'hui, les banques traditionnelles n'assument pas plus de 100 000 euros, en France en tout cas. Si tu as 1 million d'euros, bah, tu récupéreras que 100 000 euros. Et ça, venant effectivement de quelqu'un comme toi qui baigne dans la banque, bah, c'est plutôt parlant, tu vois. Ça vient pas c'est même pire d'un que ça. illuminé. C'est même pire que ça parce que les banques, elles n'assument rien. Elles n'assument rien du tout. Elles vont plus être solvables. Puis on va dire, bah, désolé, on n'est plus solvable. Il va se passer quoi? Il va se passer en fait que le fonds de garantie va prendre le relais. Et le fonds de garantie, c'est qui? C'est l'État. Et en fait, c'est le contribuable qui va rembourser ce plafond de 100 000 euros. Tout simplement. Donc, c'est même pas la banque qui assumera cette C'est même solvabilité. pas la banque, d'accord. Ça, je ne savais pas, tu vois, parce que juste avant, ce dont on parlait, j'en étais conscient. Mais le fait que c'est même pas la banque qui a obligation de te rembourser les 100 000, mais c'est en fin de compte les gens qui vont devoir payer pour récupérer leur propre argent, donc rembourser leur argent en fait. Je le savais pas et c'est encore plus grave que ce que j'imaginais. C'est le fonds de garantie, donc c'est la Banque de France. Donc au final, ça reste le contribuable. En effet. Après, moi, je suis assez confiant sur l'idée quand même que l'État français risque de toujours sauver quand même ses plus grosses banques, qui sont typiquement la BNP et la Société Générale, de manière assez réaliste. Mais encore une fois, on est à l'abri de rien. Crise financière, on est en train d'en vivre une maintenant, on en a vécu une en 2008. J'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus graves. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. J'ai pas du tout envie de jouer sur les peurs, hein, c'est pas l'idée. Maintenant, moi, après, chacun fait comme il le souhaite. Moi, je sais que mon épargne, bon, bah là, elle est essentiellement en stablecoin, quoi. Voilà. C'est un problème de confiance. USDT, USDC ou euro USDC, EURC. USDC, EURC. Je fais essentiellement confiance à Circle parce que on a lu les rapports d'audit, parce qu'on sait qu'ils sont audités, parce qu'on sait qu'ils sont régulés par FinCEN, parce qu'on les connaît, etc. Parce qu'il y a surtout souvent beaucoup de débats autour de ça. USDT, USDC, enfin voilà, on a vu la dernière fois le problème de l'USDT, je sais qu'il y a beaucoup de fautes autour du USDT, nous on n'y touchera pas, mais le problème. Il y a du FUD autour des deux, hein. Tu sais, c'est chacun son tour en fait. Ouais, le USDC, je pense que c'est essentiellement son exposition vis-à-vis de Silvergate. C'est une position qui était fortement réduite ces derniers mois. On va reparler de Silvergate, mais on sait exactement ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, on a une bonne idée, en tout cas, de ce qui se passe avec Silvergate et qui est en train de subir un vrai bank run. Hein. Donc, en fait, le gros problème en 2 mots de Silvergate, c'est qu'il y a un bank run, il y a tout le monde qui retire ses fonds, Revolut y compris, Circle y compris, etc., parce que les gens ont tout simplement peur. Et en fait, Silvergate, comme n'importe quelle institution financière, comme n'importe quelle banque, pardon, ils utilisent les dépôts de leurs utilisateurs et ils les placent. Okay, donc en fait, ils les mettent dans des obligations essentiellement ou autres, à du 4-5% par an. Voilà, et c'est en fait comme ça qu'ils font de l'argent. C'est ce qu'on appelle du treasury management. Et c'est aujourd'hui, en tout cas avec les taux actuels, c'est probablement le premier levier de revenus d'une banque. Bon, ben, à partir de ces instruments financiers, ils ont des maturités. Et en fait, ça oblige ce bank run, ça oblige Silvergate, et c'est probablement ce qui est en train de se passer, à vendre ces obligations, ces instruments financiers avant en fait qu'ils atteignent leur maturité. Ce qui fait qu'en fait leur position, même si elles sont perdantes, ils sont obligés de les vendre pour en fait que s'accommoder de leurs obligations vis-à-vis de leurs dépôts et de leurs utilisateurs, et de leurs clients. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui est en train de les rendre insolvables. Et en fait, c'est essentiellement un problème de bank run. Et voilà, je sais que la FUD autour de Circle, c'était essentiellement ça, hein, essentiellement son exposition sur Silvergate.
C'est ce que j'ai lu dernièrement. L'USDT, pour nous, le problème, c'est pas forcément la FUD, hein, même si en fait on aimerait bien voir un rapport d'audit un jour. Donc je pense qu'en fait qu'on ne travaillera jamais avec un stablecoin qui n'est pas audité. Le problème de l'USDT, c'est en fait la rédemption. La rédemption, si on lit les terms and conditions de l'USDT, si je ne dis pas de bêtises, elle n'est pas automatique et elle est chère et elle a un palier. Et en fait, ça nous empêche d'utiliser en fait un stable qui ne permet pas une rédemption automatique gratuite, sans palier, qui pour nous en plus est un red flag par défaut. Ok, merci pour les précisions. C'est hyper intéressant. Ouais, donc peut-être juste une dernière chose sur des blocs et sur ce qu'on. Mais plus qu'une dernière, si tu veux, il n'y a pas de souci. Ce qu'on fait donc aujourd'hui, en fait, en termes de timeline, si j'en crois les discussions qu'on a eues avec les régulateurs français, on devrait pouvoir lancer notre produit d'ici la fin de l'année. Voilà. Je dirais même septembre-octobre, à voir, donc Q3. Et notre but vraiment, c'est qu'on a pensé notre produit. Donc en fait, toutes les néobanques aujourd'hui, elles ont des plans. Okay, donc plan gratuit, standard, basique, chacun un nom différent. Et elles ont un compte premium, pro, peu importe. Donc, nous, on fait un peu la même chose. On va avoir un plan, en effet, gratuit, standard, etc. Donc on l'appelle le plan basique, dans lequel, en fait, on peut avoir un compte gratuitement, on peut avoir une carte, etc. Et derrière, on va avoir un compte pro. Voilà, avec d'autres options et des fees un peu moins chères et des limites un peu plus hautes. Donc la classique néobanque pour l'instant. Il y a deux choses qui changent. La première, c'est qu'en fait, avec le compte pro, on pourra en fait utiliser ses propres NFT sur sa carte bleue physique. Okay, donc en fait, nos cartes bleues, elles vont être, pour info, magnifiques, vraiment, parce qu'en fait, elles vont pas avoir de numéro dessus. Je trouve que les numéros, c'est dégueulasse. Les numéros, c'est juste visible sur l'app. Donc elles sont juste toutes belles avec la puce et c'est tout, rien d'autre. On a un lien direct aujourd'hui, ce qu'on appelle un direct membership avec Visa, quelque chose qui n'est pas facile à faire non plus et à avoir. Et ça, c'est déjà fait, c'est déjà signé, on l'a déjà eu. En fait, Visa a accepté non seulement d'avoir un direct membership, donc en fait, il faut savoir par exemple qu'un Binance, qu'un Crypto.com, etc., n'ont pas d'accès direct à Visa ou à Mastercard. Ils utilisent ce qu'on appelle les BIN sponsors. Ils vont utiliser d'autres institutions financières qui vont leur permettre d'utiliser, en fait, de générer des cartes et des numéros de cartes. Voilà. Nous, c'est pas le cas, on passe directement avec Visa. Okay. Et ça nous permet surtout plus de flexibilité parce qu'en fait, Visa a accepté qu'on puisse en fait avoir des custom design de NFT directement sur les cartes. Donc en fait, tous vos NFT que vous déposerez chez Desblocs, okay, de manière encore une fois non custodial, okay, vous pourrez, comme ça on peut vérifier que vous les possédez, vous pourrez les brander directement sur vos cartes. Donc vous allez avoir une carte Visa avec votre Ape dessus, avec votre Punk, etc. Okay, donc ça c'est vraiment un côté plutôt cool. Et donc ça c'est possible qu'avec notre plan pro. Parce que c'est pas non plus gratuit pour nous d'aller printer des custom designs sur tes cartes bleues Visa un peu premium, un peu sympa. Par contre, à partir du moment où vous vendez ce NFT ou vous le transférez, la carte sera automatiquement freezée. Histoire que l'ownership en fait du NFT qui est hyper importante soit conservée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de ce plan basique et ce plan pro, on a créé un troisième plan, qui est ce qu'on appelle un plan natif. Et ce plan, en fait, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas payer 10 balles par mois pour l'avoir. Le seul moyen en fait, d'avoir ce plan, c'est de détenir dans son wallet Desblocs un NFT Desblocs. Et en fait, à partir du moment où on détient un NFT Desblocs dans ce wallet, on a un plan, je crois, qui est imbattable. Je ne crois pas avoir vu une néobanque qui proposait la même chose. Donc en fait, comme ça va être une supply limitée, on peut se le permettre. Typiquement, en termes d'exemple, les transferts internationaux sont gratuits. C'est quelque chose qui n'existe pas. Même Revolut, je crois que le mieux, ils ont fait 50% de discount sur les transferts internationaux. Les transferts internationaux, via ce plan natif, en fait, seront complètement gratuits. On aura un nombre de cartes limité, des plafonds super élevés, un on-ramping complètement gratuit, quel qu'il soit d'ailleurs. Un off-ramping à 0,5%. Donc voilà, quoi. C'est le plan ultime qui sera obtenable
gratuitement à partir du moment où on va holder en fait ce NFT. Et en fait, apporter de la utility à des NFT via en fait une institution bancaire, moi je trouve ça hyper intéressant, hyper fun. C'est un peu aussi pour ça qu'on le fait. Et en fait, ces NFT, on va les sortir en 2 batchs, 2 stages. Donc le premier, ça va être une collection privée avec une supply très limitée, une supply de 777. On devrait sortir, je pense, dans les 90 prochains jours, si je dis pas de bêtises. Et ça sera un free mint. Donc en fait, l'idée pour nous, c'est juste d'aller voir les communautés de crypto natifs qu'on respecte, qu'on admire en France, qu'on aime bien, et leur dire ben voilà, nous on pense que vous êtes cool, c'est un free mint. Voici notre collection de 777. On va vous en donner 20, 30, 40, peu importe. À vous de les distribuer dans votre communauté. Et on vous fait confiance pour ça. Et voilà, c'est tout. C'est très simple, c'est gratuit. Il n'y a pas de, il a pas de trick ou autre. Et en plus, pour info, cette collection, elle est designée à la main par un artiste qui s'appelle Pierre One, qui a été nominé aux Oscars en 2020 pour son film d'animation, qui est un mec qui est très très fort. Ces trucs sont absolument magnifiques. Voilà, donc super content de cette collection qu'on va lancer très bientôt et qui seront donc distribués aux différentes communautés alpha françaises. Et derrière, on va lancer donc une deuxième collection qui sera publique pour le coup, qui arrivera au même moment que le lancement de Desblocs, donc courant septembre-octobre, logiquement 2023 si tout va bien. Et là, ce sera une collection qui sera un peu plus importante, donc proche plutôt des 10 000 de supply, la classique, j'ai envie de dire. Cette collection sera distribuée de 2 manières. La première, c'est que en fait, les détenteurs du NFT de la collection privée recevront automatiquement un airdrop de cette deuxième collection. Et la deuxième moyen de la minter gratuitement sera juste de rejoindre Desblocs parmi les premiers utilisateurs et d'inviter, alors je sais plus, je crois que c'est 2-3 potes, et derrière directement on recevra donc cet airdrop dans notre officiel wallet Desblocs. Encore une fois gratuitement. Voilà, donc et après ce sera fini. Je pense que notre supply de 10 000 et donc on aura en fait les 10 000 comptes un peu à OG qui pourront profiter du plan max sur Desblocs. Nous on voit un peu, c'est une expérience côté Desblocs. On s'est dit en fait que on va avoir des utilisateurs qui vont avoir un arbitrage assez clair, qui devront par exemple, je sais pas moi, on-ramper une grosse quantité ou off-ramper une grosse quantité de Bitcoin, qui se diront en fait où je paye X%, ou en fait je ferais mieux d'aller sur OpenSea ou sur un marché secondaire acheter un Desblocs NFT parce que en vrai ça me coûtera moins cher quoi. Voilà. Et du coup ça va être assez intéressant à regarder en termes de mécanique et de dynamique de qui fait quoi, comment, qui va acheter nos NFT et pour quelles raisons quoi. Écoute, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis et je pense que il y a pas mal d'oreilles qui sont restées attentives à cette annonce. Bon, déjà, c'est cool parce que j'ai cru comprendre qu'on faisait partie des communautés. Sinon, je vous le dirais pas. Sinon, je vous le dirais clairement pas. Ce serait juste cruel. Eh ben, pas vous. Je pense que tu ne nous aurais pas choisi pour un premier amas non plus. Mais non, c'est cool, effectivement, d'entendre ça. Alors, je crois comprendre, au vu des échanges que j'avais eus avec Chiokai, qui nous a mis en relation, que c'est peut-être quelque chose qui a changé, qui a évolué en tout cas, ce framing pour les communautés, parce que je crois au départ, il me semble que, je dis tout ici, c'est pour ça que je suis en train de t'en parler. Il me semble qu'au départ, je vais vraiment poser la question pour savoir s'il y avait un investissement à faire au niveau, par exemple, d'un abonnement à votre néobanque au départ ou quelque chose, ou un investissement par rapport au NFT. Et il me semble que sa réponse avait été que pour la banque, c'était effectivement pas le cas, mais que les NFT n'étaient a priori pas en free mint. Donc on en avait un petit peu discuté entre nous, effectivement. Donc voilà, est-ce que la situation elle a évolué ou c'était prévu comme ça et du coup il n'a pas forcément. Non, de manière complètement transparente. Le plan à la base, c'était parce qu'en fait il y a une vraie valeur sur cette utility, donc on peut la pricer assez facilement parce que on s'est dit en fait ce plan-là, même si on le downgrade sur un plan pro à la Revolut ou autre,
il y a grosso modo une valeur de 350 balles par an. Okay. Donc, assez facile en fait de pricer ce NFT, en tout cas en mint, et de dire en fait on va le pricer à une année d'abonnement, on va dire que ça vaut 300 balles, Oui, voilà, donc effectivement. 0.2 Ethereum en mint pour la collection privée. Et c'était le plan, on s'est dit cet argent en fait, ces Ethereum, on va les utiliser nous comme outil marketing derrière pour promouvoir en fait la communauté, pour promouvoir la collection, et derrière renforcer en fait la communauté autour du projet. C'était vraiment l'idée. De faire ça. Ça va être, voilà, on va faire un peu de marketing, etc. On va faire du partenariat avec ces Ethereum, ça va être cool et on va faire grossir la communauté. Et malheureusement, ce plan, on n'a pas pu l'exécuter. Malheureusement ou heureusement, hein, parce que c'est un mal pour un bien. On n'a pas pu l'exécuter parce qu'en fait, le régulateur voit tout. C'est exactement ce qu'on fait. Il sait qu'on va sortir une collection NFT. Le régulateur nous a dit super votre collection NFT, très bonne idée, c'est plutôt fun. Maintenant, les Ethereum qui vont servir à minter ces NFT, nous, on veut savoir d'où ils viennent. On veut que les mecs soient KYC. Et on veut avoir ça s'appelle du transaction monitoring. Donc, on veut en fait que vous utilisiez un elliptic ou un chain analysis pour être sûr que ces Ethereum sont clean. Sinon, vous n'avez pas le droit de le faire. Du coup, on s'est dit, si c'est si compliqué que ça, on va juste faire un free mint. Et on aura grosso modo le même résultat. Et c'est pas très grave. On poussera un petit peu moins en termes de marketing la communauté au début. Et on fera du marketing plus classique en fait sur des blocs à sa sortie. C'est pas très grave. Écoute, à mon sens, c'est même un mal pour un très grand bien, si tu veux tout savoir, parce que c'est une discussion que j'avais eue justement avec Chokai. Je lui avais dit, bon, nous déjà de notre côté, euh, je lui avais dit qu'il faudrait qu'on ait des free mint pour notre commu. Il m'a dit, écoute, ouais, t'es pas le premier à me le demander, exact, etc. Moi, j'aime pas inciter les gens de ma commu à aller payer des mints sur des projets qu'on reçoit. Peu importe, tu vois, c'est un peu le but des amas, mais quand je peux l'éviter, j'essaie de l'éviter, surtout sur un projet qui est comme ça hyper early en fait. Et je voulais pas prendre le risque d'engager les fonds des membres de la communauté. Et du coup, c'est un peu ce qu'on s'était dit. Et je lui avais dit, tu sais, c'est à mon sens dommage de faire payer ces 500, 700 ou 1000 premiers NFT parce qu'effectivement, vous allez récolter des fonds. C'est des fonds que vous allez pouvoir réinjecter. Enfin, visiblement, c'est pas possible, mais vous auriez potentiellement pu réinjecter dans du marketing. Sauf qu'à mon avis, hein, il n'y a pas meilleur marketing que 777 membres qui ont eu un free mint hyper motivés et impliqués dans le projet. Ça vaut tout le marketing du monde, si tu veux. Donc, je pense que c'est vraiment un mal pour un bien. Et à mon avis, ça va vous faire plus. Vous aurez plus de visibilité avec ces 777 OG, entre guillemets, que si vous aviez injecté l'équivalent en Ether dans du. C'est ce qu'on espère. Maintenant, pour être plus technique même et plus précis, en fait, on n'a pas besoin d'argent. On vient de lever 12 millions. C'était aussi un peu ma question. Pour être sincère avec toi, je lui avais dit, écoute, je trouve ça aussi, enfin, c'est bizarre. J'avais trouvé ça bizarre, en fait, dans le fond, de me dire, comment ça, vous voulez lever 1000 NFT à 0,1 ou 0,2 Ether? Enfin, il m'avait annoncé effectivement le fait que vous aviez levé 12 millions d'euros. Je me suis dit, c'est quand même étrange, après avoir levé 12 millions d'euros, d'avoir besoin, entre guillemets, de ces Ethereum. Je peux très bien l'expliquer. Alors, de toute façon, c'est pas pertinent puisque c'est un free mint maintenant. Mais en fait, la logique était la suivante. Donc, on a levé 12 millions, on n'a pas besoin d'argent. Par contre, aussi paradoxal que ça puisse être, parce qu'on n'est pas encore régulé, etc., on-ramper aujourd'hui une partie de ces 12 millions, même si elle est minime, même si on parle que de 100 000 balles, par exemple, juste pour aller faire du marketing Web3, parce qu'on le sait tous les deux, hein, les partenaires Web3, aujourd'hui, ils se payent en NIS, ils se payent rarement en dollars ou en euros. Et donc, juste pour faire ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que derrière, il faut aller expliquer aux régulateurs qu'on a fait de l'on-ramping avant pour faire X, Y, Z, etc. En fait, c'est chiant. Voilà. On s'est dit, en fait, on va utiliser cette opportunité pour directement avoir des IS sans avoir à ramper et à se galérer, à aller faire tout un check de compliance sur nos fonds pour aller derrière les ramper en IS parce qu'on est une boîte et il y a un KYB à faire, etc. Et ce sera facile. Et d'ailleurs, on peut faire en fait un petit peu on the side avec ces fonds-là, nos partnerships en Web3 et garder en fait cette balance en IS juste pour faire du Web3.
Voilà, c'était vraiment la logique. Hein. Ça n'avait rien à voir avec les fonds qu'on a levés, parce qu'en effet, on n'a vraiment pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de fonds aujourd'hui. Maintenant, je suis un peu ton analyse, parce que depuis qu'on a fait cette annonce à dire, en fait, les gars, on va faire du freemium plutôt parce que le régulateur pense qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, le feedback qu'on a reçu est plutôt bon, et en fait, ça devient beaucoup plus facile déjà de choisir nos communautés et d'être aussi beaucoup plus picky, difficile en tout cas, sur les communautés qu'on choisit. Alors, en fait, avant, on était un petit peu en train de prendre des communautés tier 2, tier 3, tier 4, parce que c'était les seuls qui étaient prêts en fait à advertiser le projet, leur commu. Et très souvent, c'est des commus qui font pas trop attention à leurs membres et qui chillent beaucoup de projets. Et t'as pas trop envie d'être associé avec ces mecs-là, quoi. Tu vois. Et c'est les seuls qui sont prêts au final à J'en avais vu deux, trois dans la liste qui m'avaient communiqué, effectivement. Après, j'aime pas, tu sais, j'aime pas. Il m'avait dit, mais de qui tu veux parler? Et puis, je vais pas donner de nom parce que j'aime pas du tout casser du sucre sur des projets existants. Mais oui, c'est vrai que sur la liste qui m'est partagée, il y en avait un ou deux, bon, bon, ça aurait été dommage d'associer votre image à ce type de projet. C'est ça. Du coup, là, c'est super facile parce que tout à l'heure, j'avais un call avec Ledger parce qu'on on va voir les plus grosses communes et les mecs qui sont ultra clean et en qui on a confiance, et on leur dit, c'est un free mint. On se met d'accord sur 30, 40 whitelist ou autre. Distribuez-les dans votre communauté comme bon vous semble, comme vous pensez ce qui est faire, etc. Utilisez à bon escient, et on se retrouve dans 90 jours pour le mint, et rejoignez-nous sur notre Discord en fait. Et ce discours-là, il passe beaucoup mieux en effet. Et en tout cas, moi, je suis très content de la tournure des choses. Écoute, c'est excellent. Je suis ravi aussi de la tournure des choses. je te le cache pas. Et je pense que tous ceux qui sont avec nous ce soir aussi. Donc évidemment, ce que je vais penser à faire, c'est déjà garder une trace de toutes les personnes qui ont assisté à cet amas, parce qu'on a une super commune et en fin de compte, tous les membres de la commune mériteraient cette whitelist de Free Mint. On va commencer par sélectionner un petit peu en faisant un tri, en brossant un peu le tableau avec les personnes qui ont pris le temps d'être là ce soir et d'écouter, donc d'être là pour le vocal. Donc je vais garder une trace. Si vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à faire même un petit coucou sur le chat à côté, sur le chat du vocal, que je puisse noter. Et puis après, on fera effectivement encore d'autres petites sélections, d'autres petits jeux en interne pour gagner ces premiers. C'est vraiment l'idée. Hein. Nous, on sera ravis de vous faire des sneak peeks à un moment donné. Hein. La première collection privée s'appelle donc The Bursted Bubbles. On joue un petit peu sur la crise, c'est plutôt marrant. Franchement, elle est magnifique. Donc il y a 5 légendaires dedans qui ont été aussi dessinés complètement à la main, et qui reprennent les noms en fait des qui s'appellent. Je vais pas tout dévoiler, mais. Tu peux en dire un peu. Vas-y, ça reste entre nous. En fait, qui ont les noms, qui ont les noms des. Je peux retrouver exactement, mais qui ont le nom des, pas des scammers, j'ai pas envie de dire ça, mais des fraudes en quelque sorte, qui ont marqué l'écosystème ces derniers mois, voire ces dernières années, quoi. Donc typiquement, on a une Bursted Bubble qui s'appelle Sam. Voilà. Oui, bon, ça c'était inévitable. C'était assez facile. Et on en a une autre qui s'appelle Bernie. Voilà. Et ça, c'est 2 noms sur les 5 légendaires. Et voilà, donc c'est toutes des bulles qui sont plus ou moins éclatées, qui ont des looks un peu délirants. Est-ce qu'on aura le droit à un Craig White, par exemple? C'est une bonne question. Peut-être qu'on va en mettre une de plus. Il mérite sa légendaire, lui. Et voilà, surtout qui ont une vraie utilité derrière, et qui auront plus un airdrop à la sortie de déblocs en plus, et qui auront accès à, bien sûr, un channel privé. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu classique. Et j'ai omis de dire quelque chose, c'est qu'en fait, nous, on est obligé en tant qu'entité régulée de tester notre système de cartes, de tester notre système de paiement, SEPA, Swift, etc., de tester notre onboarding flow. Donc en fait, il y a une vraie phase de test qui va durer grosso modo 3 mois,
On n'a pas le droit d'être en fait une entreprise, d'avoir un produit qui est ouvert au public avant que cette phase de test ait été validée par la FinCrime, par la compliance, etc. Et donc pour cette phase de test, il faut quand même onboarder des utilisateurs. Et donc on utilise en fait ces NFT aussi, qui auront en fait un accès anticipé à des blocs qui feront partie des bêta-testeurs dans cette phase de test. D'accord, ok, intéressant. Donc c'est d'où effectivement l'intérêt d'avoir des membres concernés pour ne serait-ce qu'avoir des feedbacks sur ce qui fonctionne pas bien, moins bien, très bien. Exactement. C'est pour ça qu'on fait très attention à qui on choisit et comment on les choisit, qu'on les veut tous en France, parce qu'en fait, si on est allemand, on peut pas utiliser les blocs de main. Il faudra être résident fiscal français. D'accord, c'était une question qui était passée tout à l'heure, effectivement, qu'on n'avait pas posée. Donc pour ouvrir un compte chez vous, il faut être résident français. Être résident français ou résident du Royaume-Uni, mais bon, ça viendra un peu plus tard. Derrière, on s'étendra bien sûr au reste de l'Europe, mais ça va prendre un peu plus de temps, quoi. Et petite parenthèse pour la Polynésie française, enfin, ça fait partie vraiment des résidents français ou vous classez ça à part? C'est une très très bonne question. Je pense que c'est bon. Il faut que je check avec ma compliance. D'accord. Bah, enfin, il y a pas mal, de Polynésiens, enfin, dans les communautés francophones. Donc, ouais, je pense que ça sera intéressant dès qu'on a la réponse de pouvoir leur communiquer tout ça. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la devise en Polynésie française, c'est pas l'euro, hein, c'est le CPF, c'est ça? C'est le franc polynésien? Polynésien, ouais. C'est ça. Qui est indexé sur l'euro, hein, si je dis pas de bêtises. Là, oui, je saurais pas dire. Là, tu nous en demandes un peu trop. On a peut-être un Polynésien avec nous. Il faut savoir qu'on a plusieurs Polynésiens dans la communauté. Il y en a un, mais je sais pas s'ils sont encore là. Il y avait Sponge Gamer et il y en avait Chronos, mais je sais pas, ils sont peut-être partis au boulot étant donné qu'ils sont un peu décalés. Non, du mat. c'est pas très grave. Au pire, on récupérera les infos et puis on leur transmettra à l'occasion. Non, mais c'est une excellente question. Parce qu'en fait, ils ont un statut particulier, les Polynésiens, pas exactement comme les départements d'outre-mer. Il faut que je check ça avec ma compliance. Ok, merci. Si tu as une autre question, From, n'hésite pas, hein, sur tout ce qui a été dit, même depuis le départ. N'hésite pas. Non, mais après, ça sera peut-être un peu plus tard au niveau vraiment des wallets ou. Après, selon comment ça avance. Oui. Alors, on va mettre en ligne pas mal d'informations, hein, sur ce qu'on fait exactement, sur comment on fait les choses surtout. Typiquement, le wallet, ça va être en fait un wallet MPC, donc multipath computing, ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, parce qu'en fait, ça permet plusieurs choses, hein, entre autres d'avoir une meilleure sécurité du wallet, dans le sens où en fait un hacker devrait hacker et votre téléphone et nos serveurs en même temps, pour avoir accès à la clé complète, tout en rendant en fait possible le téléchargement de la clé. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui n'est pas commun, hein, parce que habituellement les MPC, typiquement ce que fait Defense aujourd'hui en SaaS, ce que fait Portal HQ.io aux États-Unis, etc., qui sont donc des MPC SaaS, ou ce que fait aujourd'hui Fireblock. Fireblock travaille aussi sur sa solution MPC SaaS. En fait, c'est des MPC qui vont sharder la clé dans plusieurs endroits, plusieurs locations, plusieurs serveurs, etc. Par contre, en fait, reconstruire cette clé et l'exporter n'est pas possible. Parce qu'en fait, en termes de paradigme MPC, eux, ils assument qu'il ne doit pas y avoir de ce qu'ils appellent le one point of failure. Donc, en fait, le fait qu'une personne puisse être le maillon faible en fait, dans la chaîne de sécurité. Et donc, c'est vous, en fait, le maillon faible. Si vous détenez votre clé privée, vous devenez un maillon faible. Et vous pouvez être hacké, etc. Donc, en fait, par paradigme, par idéologie presque, ils refusent cet export de clés. Donc, technologiquement, ça n'a pas été pensé comme ça. Nous, ça, on n'est pas forcément d'accord avec cette vision. On pense d'abord à l'autonomie de nos utilisateurs. Et puis, c'est des grandes personnes, quoi. Donc, s'ils veulent exporter leurs clés et être responsables eux-mêmes de leurs clés, en tout cas, chez des blocs, ils pourront le faire, même si ça reste être un wallet MPC. D'accord. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, je n'ai rien d'autre à dire de plus intéressant que OK. Au niveau de la génération des wallets, tu auras la possibilité de générer différents wallets, ou ça sera vraiment limité à un seul qui serait, entre guillemets, détruit pour en régénérer un nouveau Il n'y aura qu'un wallet qui sera généré en fait durant le onboarding. Alors quand je dis un wallet, c'est une private key.
quand tu as une clé privée sur ton wallet, tu peux faire ce qu'on appelle de la hard derivation. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un wallet BTC, un wallet Ethereum, etc. À partir d'une private key, tu peux en fait le hard dériver sur plein de chains différentes. Donc une private key peut en fait supporter, derrière, via de la hard derivation, peut faire du Polkadot, du BTC, de l'ETH, etc. Nous, quand on sortira des blocs, on sera uniquement dispo sur Ethereum et BTC. Il faut aussi comprendre que, au vu de la structure de des blocs, de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui et de résoudre, hein, qui est donc en fait off-ramping, on-ramping illimité directement sur la chaîne et via et depuis un compte en banque, on est obligé de monitorer les transactions sur les wallets qu'on génère. Et ça, c'est pas gratuit. Ça coûte cher, ça coûte même très cher. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles je pense que personne ne l'a vraiment fait avant, ni est arrivé avant. C'est qu'il faut avoir des unités économiques solides pour backer ce modèle. Et donc, ça, on ne peut pas se permettre en fait de générer 20 wallets différents qu'on devrait tous derrière monitorer, etc. Donc, il y a un wallet qui sera hard dérivé sur plusieurs chains, c'est tout. D'accord, ouais, bah oui, finalement, c'est logique. Enfin, c'est compréhensible étant donné que derrière, il y a quand même beaucoup de vérifs. Ok, eh ben, écoute, merci bien. Pour revenir un peu sur ce que tu disais avant par rapport à la collection NFT, donc le fait de détenir un NFT, pour le moment en termes d'utility, j'imagine que vous allez encore peut-être un peu étoffer, qu'on va en savoir plus quand la communication officielle sortira. Mais pour le moment, tu nous as donné l'information que tous les transferts internationaux seraient gratuits. Ouais. Alors, de mémoire, avec Revolut, puisque bon, tu connais bien, de mémoire, j'ai pas le souvenir d'avoir payé des frais chez Revolut pour envoyer peu importe où d'ailleurs. Mais C'était vrai la première année. C'était vrai la première année et ils ont mis le holà tout de suite. Voilà, ils l'ont fait un an sur les comptes métal. En sortant métal, la première année, en fait, il y avait des frais, il n'y avait pas de frais, il y avait le 100% de discount sur les transactions internationales. Maintenant, je t'invite à aller sur la page de pricing de Revolut. Tu peux regarder le plan métal. Le plan métal est un truc qui doit s'appeler discount sur les transactions internationales. Et Revolut était moins cher à l'époque. Hein. Et ça doit être entre 20 et 40%, je pense, de discount. Mais c'est pas gratuit. D'accord, c'est plus gratuit, ok. Ouais, non, mais c'est vrai que Revolut à leur ouverture, c'était extraordinaire. C'était le Far West complet. Ouais, c'est malheureusement fini. Ouais. Ouais, non, c'est fini effectivement. Mais j'imagine qu'il y a d'autres. Bon, après, il y a d'autres banques, il y a d'autres services qui doivent le proposer aussi. Mais c'est une bonne fonctionnalité effectivement. C'est une bonne utilité. Déjà une bonne première utilité pour un NFT. Donc en fait, on serait donc dans un plan natif pour reprendre tes mots. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut savoir dès aujourd'hui, d'autres avantages liés au plan natif Ouais, bien sûr, hein, on peut. Donc en fait, l'on-ramping sera illimité et complètement gratuit avec le plan natif. Donc on pourra acheter en fait des on-rampers, acheter des cryptos gratuitement, ce qui n'est pas forcément vrai pour les autres plans. On aura surtout jusqu'à 1% de cashback sur tous ces paiements par carte en fiat. D'accord, oui, la question est posée, je vais y venir après, donc ok, c'est cool que tu l'abordes. Donc 1% de cashback. Jusqu'à 1%. En fait, on redistribue l'interchange. Donc, j'expliquais plutôt qu'on avait en fait une direct membership, un plan direct avec Visa. Et c'est jusqu'à 1% sur de la fiat, donc sur de l'euro. Ce qui est très différent d'un crypto.com qui va en fait sortir de son treasury du CRO ou un Binance du BNB. Hein. On n'est pas en train de minter du token qu'on vous donne en cashback. Là. Ça va s'arrêter un jour. Ça peut pas marcher non plus à vitam aeternam. Non, là, en fait, on redonne à nos utilisateurs ce qu'on appelle les fees interchange, c'est en fait les fees des cartes processeurs. Quand en fait on paye chez n'importe quoi, chez Starbucks, en fait va pas récupérer 100% de la somme du café, elle va donner 3%, entre 2,5 et 3%, ça dépend des cartes processeurs, à Mastercard ou Visa. Et une partie de cette somme, en fait, nous est reversée, nous la reverse à l'utilisateur. Donc ça en fera partie. Savoir qu'on parlait des transferts internationaux, juste pour finir là-dessus, mais ça coûte beaucoup d'argent, les transferts internationaux. Ça nous coûte de l'argent. Donc c'est pour ça que Revolut ne le fait pas, parce qu'il perdait de l'argent sur tous les transferts internationaux. Et bien sûr, ça commence à faire beaucoup, oui. Il y a des gens qui abusent un peu. Et typiquement, on aura aussi gratuitement cette carte physique
avec un des NFT de votre choix, quoi. Vous pourrez directement printer sur votre carte physique. Et personnellement, moi. Pardon, excuse-moi, je te coupe, je te laisse finir. Et puis personnellement, on a commencé à travailler avec le printer sur ces cartes NFT avec Visa. Enfin, je ne veux pas vous teaser quoi que ce soit, mais c'est 1 milliard de fois mieux que n'importe quelle carte métal toute noire. Moi, j'ai mon mutant Ape dessus. Elles sont juste absolument magnifiques, quoi. En zoom in, la carte, il n'y a rien. Il y a la puce, il y a le mutant Ape avec derrière le numéro de série du mutant et la collection. C'est juste magnifique. Et surtout, ça attire l'œil, quoi. Nous, on l'utilise aussi comme outil marketing. On se dit que si vous avez votre doodle, votre ape, votre punk dessus, ou peu importe d'ailleurs. Pardon? Notre CryptoMask, d'ailleurs, pourquoi pas. Votre CryptoMask, est complètement possible aussi. Peut-être avant. Qui sont très beaux, bien sûr, excuse-moi. Votre CryptoMask, c'est juste magnifique. Enfin, c'est superbe. Et voilà, donc, et c'est pareil, hein, c'est pas gratuit du tout pour nous, mais bon, on le fait jusqu'à 3 cartes physiques par an pour les détenteurs de ce NFT sur des blocs. Et bien sûr, derrière, accès limité à ce qu'on appelle mais ça c'est un peu comme Revolut, les disposable cards. En fait, c'est les cartes qui sont à usage unique, qui s'auto-détruisent tout de suite après les avoir utilisées à une seule utilisation, pour des raisons de sécurité. Et accès à des retraits, bien sûr, en liquide aux distributeurs automatiques de manière gratuite, voilà, etc., qui coûtent aussi beaucoup d'argent aux institutions financières, mais qu'on offre gratuitement aux détenteurs du compte natif chez Desblocs. Oui, j'imagine qu'il y a des limites aussi à ça pour aller tirer de l'argent. Ouais, il y a des limites. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais je crois que ça coûte 3,50 € par retrait à l'institution financière. Donc ça peut monter très vite, quoi. Mais peu importe le montant retiré, parce que peu importe le montant retiré, à chaque retrait, je crois que c'est entre 3 et 3,50 €. Ouais, c'est étrange parce qu'on est bloqué. Je sais que par exemple Binance te bloque, tu vois, te bloque à 290 € par jour, je crois. Et en plus, Binance aujourd'hui, ils utilisent, donc eux, ils n'ont pas d'accès direct à Visa ou à Mastercard. Ils utilisent ce qu'on appelle donc un mint sponsor. Oui, mais alors attends, parce que le mint sponsor de Binance, de mémoire, c'est Stripe. Non, ça c'est leur processeur. C'est leur processeur, d'accord. Ouais. C'est à eux aussi, hein. Enfin c'est pareil, Stripe, c'est Binance, c'est la même chose. Ils sont gros actionnaires, je crois. Hein. Ça, je sais pas s'ils sont à quel niveau ils sont sur la cap table de Binance, j'en ai aucune idée. Mais Stripe et Binance, logiquement, non, je les associerai pas tant que ça. Hein. Pour moi, c'est pas la même chose en tout cas. Ouais. Écoute, je le mets dans ma tête, hein, dans le même panier. Le bin sponsor de Binance, ça commence par un C, je l'ai sur le bout de la langue. Et coin quelque chose. Ouais, bref, je le retrouverai. Ils sont obligés de suivre ce que leur bin sponsor leur. C'est ça. Déjà, le bin sponsor, il est hors de question qu'ils mettent un NFT sur une carte. Nous, on a parlé de tous les bin sponsors à la base pour savoir si c'était possible ou pas. Ça, c'est pas possible. Tout ce qui est en fait les fees d'interchange que j'évoquais tout à l'heure, en fait, le bin sponsor va se garder 100% des fees d'interchange habituellement. Donc, il n'y en a aucune qui sera reversée aux utilisateurs. C'est pour ça que ces boîtes comme crypto.com ou Binance, en fait, utilisent leur treasury de tokens, hein, BNB ou Crow. Donc ça pose plein de problèmes en fait, la bin sponsor. On va plus vite avec un bin sponsor. Hein. On pourrait sortir une carte avec un bin sponsor en 2 mois. C'est beaucoup plus compliqué de le faire en direct, mais c'est hyper limitant aussi. J'imagine, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur bien choisir son régulateur. Si tu prends les solutions de facilité avec un bin sponsor et une licence en Lituanie, effectivement, tu peux aller tout de suite beaucoup plus vite. Mais bon, est-ce que réellement tu révolutionnes, tu vois, le truc et que tu t'ouvres les portes pour l'avenir surtout? Parce que c'est ça, c'est bien de, tu vois, c'est bien de. Exactement ça. Et ça, en fait, il n'y a que l'expérience qui nous l'apporte. Hein. Je veux dire, c'est pas pour se mettre une dans le dos ou se passer de la crème. C'est parce que c'est même pas moi. Hein. C'est parce que on a le boss de la banque de Revolut et la CEO de Revolut, tous les deux, ils nous ont dit, en fait, les gars, faut pas faire de bin sponsor. En vrai, il faut aller être régulier en France, etc. Parce que sinon, on va avoir X ou Y problème derrière. Quoi.
Et ça, on l'a vécu avec Revolut, etc. Et essayer de corriger le tir une fois qu'on a 1, 2, 3 millions d'utilisateurs, ça devient très, 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 très compliqué. Donc, on fait les choses très bien tout de suite, même si c'est plus compliqué, même si c'est plus lent, ou derrière, on va souffrir. Voilà, moi je comprends. Après, sur les retraits, je crois qu'il y a un autre souci aussi. C'est pour ça que je te posais la question. Ça me paraît aussi logique que ça leur pose problème. Quand tu retires avec ta carte LCL chez BNP, bon, ils partent du principe où tu as forcément des mecs de la BNP qui vont retirer chez LCL, tu vois. Donc, le fait d'alimenter les distributeurs automatiques, ils le payent, tout le monde le paye. Bon, ça paraît normal. Mais quand toi, tu viens avec ta carte qui du coup ne contribue pas à alimenter aucun distributeur, enfin ta banque, elle alimente aucun distributeur, elle paye pour l'alimentation d'aucun distributeur, bah, je comprends que les banques fassent un peu la gueule et disent mais on va pas payer pour les autres en fait, tu vois. Donc 3,50 €, c'est bien de facturer 3,50 €. En revanche, si le mec il vient et qui tire 5 000 ou 10 000 euros parce qu'il va le faire en plusieurs fois à notre tirette, ça va pas forcément nous arranger, tu vois. Donc c'est pour ça que je te pose la question, est-ce qu'il y a a priori une limite assez basse ou selon toi ça va être un peu... Le coût, nous, on le prend, on le prend à charge, le coût des 3,50 €. D'accord, c'est vous qui le prenez à charge. Ok. On prend à charge en tout cas les plans natifs. Alors, il faut que je regarde les limites, parce qu'on a aussi mis des limites, on est obligé, sinon un utilisateur peut nous banqueroute demain. Si Bah, ça fait un peu. oui, et puis si tu as quelqu'un qui se fait voler sa carte, il peut perdre tout son argent aussi d'un coup s'il a beaucoup sur son compte. Alors ça, on a des sites de fraude en place. On a aussi bien sûr des sécurités comme Revolut, où on fait de la géolocalisation qui fait que si la carte est trop loin du téléphone, elle marche plus, machin, etc. Et puis derrière, on a en fait un système de fraude en place parce qu'on est obligé en tant qu'établissement régulé, s'il y a une fraude et qu'elle est sous notre responsabilité, de rembourser l'utilisateur. On est obligé de faire ça. D'accord, donc il y a une assurance, parce que c'est la question aussi qui était tout à l'heure, cashback, assurance, donc là très bien, on a répondu à tout. Avec enfin, en utilisant votre carte, on a non seulement un cashback, en tout cas avec la collection, si on a un NFT, mais on a aussi une assurance. L'assurance anti-fraude, ça c'est par défaut en fait, c'est pas parce que la carte est spéciale ou autre, il faut le savoir. Les institutions régulées, il y a une fraude et c'est de leur responsabilité, elles sont obligées de vous rembourser. D'accord. Et est-ce qu'à part ça, il y a des assurances de pensée en plus de ça qui vont être disponibles? Non, en fait, non, pas pour l'instant. On n'est pas parti sur un modèle d'assurance. Je sais que c'est le cas avec beaucoup de cartes, etc. Je sais que ça plaît. Et en fait, on se dit que en fait, le paysage compétitif est tel qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué de sortir un petit peu du bois avec juste une assurance. Dire, en plus, on a une assurance et tout le monde en regarde. C'est super. Moi, j'en ai 14 sur Amex, 3 sur Revolut, 2 chez Monzo. Enfin, voilà, c'est compliqué de. Oui, tu te dis que les gens prennent leur assurance dans leur banque qu'ils utilisent de manière classique, comme on disait avec DM tout à l'heure, donc loyer, électricité, etc. Et du coup, ils ont déjà une assurance là-dessus. Ça sert à rien d'aller prendre une double assurance. Je pense qu'ils ont leur assurance en triple, en quadruple, en vrai. Voilà, mais moi en tout cas c'est mon cas. Je sais même pas quelle assurance j'ai avec Revolut et pourtant j'ai une carte métal, je sais qu'il y a 20 000 assurances dessus. J'ai une Amex, je sais pas combien est-ce que j'ai d'assurance dessus. Enfin voilà, je dois avoir mes assurances en triple ou en quadruple et je les ai même pas regardées quoi. Voilà. Moi, je sais que c'est vrai avec d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va pas non plus redoubler d'efforts sur l'assurance. Là, on va mettre tous nos efforts, nos ressources et notre capital. Ça va être sur ce qu'on fait de mieux, en tout cas ce qu'on veut résoudre, c'est-à-dire l'on-ramping, off-ramping directement depuis un custodial vers un compte en banque et vice-versa. Voilà. C'est ça qu'on doit résoudre. On doit le faire bien, on doit le faire simplement. On doit pouvoir appuyer sur un bouton et derrière pouvoir transférer ce qu'on veut d'un compte en banque vers son non-custodial et vice-versa. Et si on veut payer son loyer en USDC, on doit pouvoir le faire. Et si on veut s'acheter une baraque en USDC, on doit pouvoir le faire facilement en appuyant sur un bouton. Voilà. Ça, c'est vraiment l'idée. Et je pense que tous nos ressources devraient être là-dedans, quoi. Bah, c'est bien. Faut choisir son cheval de bataille. Je pense que vous avez choisi le vôtre et c'est bien. On attend de voir ce qui va se passer avec attention. Et on va vous soutenir pour le coup à fond derrière le projet parce que c'est vrai que c'est un beau projet. C'est un projet comme on les aime, qui nous donne le pouvoir et de la gestion de notre argent. Ce que je peux vous assurer, c'est que c'est très gentil. C'est vraiment apprécié. Je discuterai avec Tukai sur le nombre de whitelist qu'on vous donnera. On essaiera de vous en donner le maximum dans tous les cas. Et ce que je peux vous assurer, c'est que oui, il y a l'équipe fondatrice.
évoqué au début. Mais aujourd'hui, on est près d'une trentaine à bosser pour des blocs. Et la plupart, c'est des passionnés absolus, je dirais à 99%. À une exception près, c'est même pas vrai. J'allais dire la compliance, mais même la compliance. À un point où voilà, on bosse tout sur Slack, mais on a l'impression que c'est un Discord, quoi. Je veux dire, il n'y a pas une personne chez des blocs qui n'a pas en PFP son NFT. Il n'y a pas une personne chez des blocs qui dit pas GM tous les matins. Enfin, la culture, elle est ultra Web3, elle est ultra NFT et elle est pensée vraiment d'une manière, quand on dit The future is non-custodial, c'est un peu notre tagline. Enfin, je veux dire, c'est au-delà de la philosophie, c'est la religion des blocs aujourd'hui, quoi. Excellent. Écoute, on attendait ça avec impatience, une banque Web3 qui comprenne le Web3 parce que l'équipe le comprend et c'est cool. C'est cool de vous avoir eu. C'est vraiment très cool de vous avoir eu ce soir. C'est gentil de nous inclure effectivement dans les communautés qui vont pouvoir bénéficier de quelques waitlists. C'est cool, mais Ouais. du coup, j'ai envie de te poser la question. À quand la sortie la sortie tout simplement de des blocs. Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin utiliser des blocs en fait? Ben, j'aimerais avoir la réponse. Malheureusement, ça dépend pas seulement de nous, ça dépend du régulateur. Et donc le régulateur, on travaille avec lui. Le premier meeting du régulateur, c'était en novembre 2022. On travaille vraiment avec lui tous les jours. Ça prend un peu de temps, mais on espère pouvoir sortir des blocs pour les holders de la collection privée, donc ceux qui seront les bêta-testeurs. Ils auront probablement une chance d'accéder à l'application dès septembre. Pour le public, ce sera plutôt décembre ou janvier. Oui, d'accord. Il y a 3 mois. De toute façon, tu nous l'as dit tout à l'heure, t'as l'obligation de faire au moins 3 mois de tests privés. C'est ça. Donc avec nous, en fait, les bêta-testeurs, avant d'avoir l'aval des régulateurs. Ok, donc ça paraît bien. Écoutez, j'espère que vous allez pouvoir tenir les deadlines que vous êtes fixés, en tout cas les objectifs. L'ambition est très grosse et pour être honnête, on a le capital aujourd'hui pour tenir assez longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, même si on n'avait pas, même si en fait on sortait un produit tout pourri qui servait à rien, sans adoption, voilà, j'essaie de peindre le scénario le plus noir possible. D'ailleurs, on a le capital pour rebondir, nous, de notre côté, jusqu'à 2026. Donc le capital est là et le capital est surtout là aussi derrière pour en fait pousser un peu la machine en termes de marketing, en termes de communauté quand ce sera nécessaire. Donc on espère en fait driver la collection NFT avec des blocs et bien évidemment on a tout le capital pour poser des blocs. Alors ce qu'il faut savoir, je me suis peut-être pas présenté au début, mais c'est un peu et je finirai sur ma présentation peut-être. Donc moi j'étais head of crypto chez Revolut. Et avant ça j'ai monté pas mal de boîtes. Et d'ailleurs, en fait, je suis rentré chez Revolut par une acquisition. En fait, Revolut a racheté une boîte dans la HR Tech que j'avais lancée à New York, qui s'appelait Wanted, en 2022. C'est comme ça que je suis rentré chez Revolut. Et avant ça, j'avais monté une application de rencontre en France et en Europe qui s'appelait Once, qui était en fait, je sais pas si vous en avez entendu parler à l'époque, il y a quand même quelques pubs télé, etc. Et Once était monté à 15 millions d'utilisateurs en Europe. C'était quand même pas mal. Et donc ça pour dire qu'en fait, faire de la croissance Web 2, on sait plutôt bien faire. Oui, tu sais faire. Voilà. Au moins toi, en tout cas. C'est ce qui devrait driver le reste, en fait. C'est un peu l'idée. L'utility, elle sera là, quoi. Eh ben, super. C'est toujours important de savoir aussi sur qui on mise, en fait. Moi, je pars du principe où, plutôt que d'investir dans un projet, moi, avant d'écouter le projet, j'ai tendance à plutôt considérer l'équipe derrière le projet, leur capacité, leur complémentarité, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est bien d'afficher une Dream Team sur le tableau. Quand tu as un board de Dream Team, c'est cool. Mais c'est vrai que si tout le monde se prend pour numéro 10 et que tout le monde sait faire la même chose, bah, au final, tu as une Dream Team qui va pas arriver à grand-chose. Donc c'est bien d'avoir
une Dream Team, mais complémentaire, chacun dans son domaine. Je pense que tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Une équipe, vous êtes arrivé aujourd'hui, vous êtes une équipe de 30 pour vous occuper du lancement, de la gestion, de faire tourner des blocs. Capital jusqu'en 2026, donc bon, on peut considérer que vous êtes parti pour un projet de longue haleine. C'est bien, vous êtes passionné, donc c'est cool de pouvoir de savoir. J'imagine que quand tu te lèves le matin et que tu te dis j'ai jusqu'en 2026 pour concrétiser mon rêve entre guillemets, c'est une belle motivation. C'est magnifique, hein, je ne vais pas mentir. Il n'y a rien de mieux en ce moment. Enfin, moi, je me lève tous les matins, c'est super. Je ne pense même pas 2026. On se lève tous les matins, on dit, on va faire un truc que personne n'a jamais fait et on va essayer de le sortir en France et au UK. On va voir ce que ça donne. Et puis, on fait que du produit. Et le produit, c'est pas juste l'app et c'est pas juste à quoi ça ressemble et l'expérience utilisateur. C'est tout ce qui est derrière. C'est les moyens de paiement, c'est les connexions avec les cartes, les processeurs, etc. Et toute la partie de quotidien. Enfin, en vrai, on vit un peu un rêve, quoi. On a beaucoup de chance et on s'en rend compte vraiment tous les matins, c'est sûr. C'est sûr. Excellent. Dis-moi, je pense à une chose. Votre artiste, il est en interne, enfin vous l'avez sous la main entre guillemets, ou c'est quelqu'un qui a fait qui a participé pour un contrat entre guillemets et qui vague à ses occupations maintenant. Pas du tout, non, on l'a pas en interne. C'est un artiste qui est très demandé là, qui est en train de rebosser sur un film d'ailleurs, qui va être primé à Cannes. Donc il a fait son truc aux Oscars et maintenant il part à Cannes. Le mec est quand même très très fort. Pour info, il a fait l'école des Gobelins quand il était jeune et Super Infocom qui est une école d'animation en France. D'accord. Et D'accord. c'est quelqu'un qu'on rémunère pas et qu'on va juste rémunérer sur les royalties en fait. Donc il y aura le deal est très simple avec lui, c'est tu prends les royalties. Ok. Je te pose la question parce que si jamais lui venait l'envie de faire une bonne action, on a pour habitude avec les personnes qu'on reçoit, enfin les projets qu'on reçoit quand il y a un artiste qui en général est dans l'équipe, ou pas là, dans ce cas-là, enfin, tu vas peut-être me dire que ça va être difficile, mais on a une trame de CryptoMask, si tu veux, et on demande aux artistes, aux projets qu'on aime bien, de dériver, si tu veux, un CryptoMask à leur manière, avec leur coup de pinceau à eux. Et derrière, c'est un dérivé qu'on met aux enchères et l'intégralité des fonds qu'on récolte, si tu veux, est reversée à une association caritative qui est choisie par la communauté, en l'occurrence. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je te pose la question. Si tu penses avoir la possibilité, lui envoyer un petit message et lui demander si ça l'intéresse, moi, je vais te transférer le cryptomasque vierge via lequel tout le monde passe, en fin de compte, avec le lien OpenSea, si tu veux jeter un œil aussi pour tous les autres dérivés qui ont été faits. Si tu penses pouvoir lui transférer, lui faire la demande, après il veut pas, hein, mais au moins on aura fait l'effort de lui demander et si ça Le plus marche. simple, je vais carrément lui demander. Le plus simple, c'est que tu m'envoies un petit résumé en fait, de l'idée, si tu veux, derrière le concept, quoi. Comme ça, je vais pas galvauder non plus. Tu vas lui transférer. Il parle français ou anglais? Oui, il est français. Oui, il est complètement français. Bah, je Il est te fais fluent un en petit. français, voilà. Et je lui envoie et puis je lui en parle et je te dirai ce qu'il dit. C'est un mec qui est hyper cool, hein, donc je promets rien parce que voilà. Eh ben, écoute, Jean, Euh, je peux lui dire que si jamais il nous fait ça, on aura certainement sur nos cartes la possibilité je de faire viens, apparaître. je viens d'ouvrir le chat il y a 2 secondes et juste pour info, parce que j'ai vu un truc sur Once, hein, pour le coup. Il faut savoir que Once a été vendu en 2019 à des Russes, à des Russes, à un groupe qui s'appelle le Social Dating Network et qui est détenu entre autres par des Russes. Voilà. Et qui voilà, c'est plus du tout ce que c'était à l'époque. Voilà, ne jugez pas la qualité de mon travail sur ce qu'est All Ones aujourd'hui parce que c'est plus du tout la même chose. C'est en effet une match par jour, mais ils ont ils ont un peu poliché à leur manière et ils ont revu en fait le modèle de profitabilité à leur manière aussi. Donc voilà. Je vais vous filer un sneak peek rapide sur la collection NFT. Je vais dropper dans le chat. C'est une vidéo de Pierre qui est en train d'être dessinée. Voilà, personne l'a vu. C'est que pour vous. On C'est un aime lien MP4 et je vous laisse regarder.
C'est pas long, on voit rien, c'est du pur sneak peek, c'est du pur tease, Ouais, mais teasing. C'est du pur teasing, mais excellent. Merci du partage. voilà. Non, ça serait effectivement hyper cool qu'on ait un dérivé de cet artiste. On essaye d'étoffer au fur et à mesure notre collection de dérivés et surtout de faire un maximum de dons en fait à différentes associations. Et on trouve ça important de le faire. Donc quand on peut, on le fait. D'où ma question. Mais grâce à ça, on a eu le droit à notre petit teasing vidéo. Ah, mais c'est très cool. Je lui en parlerai bien sûr. Et encore une fois, si vous me montrez 2-3 exemples avec un blurb en français, je lui fais part. Alors, il est très pris. Hein. Il est sur plein de projets en même temps. Et là, il a Cannes qui commence. Mais je pense qu'il y a moyen. On va voir. Je vais lui en parler. Là, je promets rien, bien sûr. Il n'y a pas d'urgence à partir du moment où s'il est d'accord et qu'il le fait dans 6 mois, dans 1 an même. C'est pas grave s'il est très pris. Le principal, c'est que ça soit fait à un moment ou à un autre et puis qu'il y ait une association qui puisse en bénéficier. S'il y a une association qui lui tient à cœur, qui n'hésite pas aussi à t'en faire part et la communauté sera très heureuse, je pense, d'appuyer l'association qu'il aimerait voir être soutenue. Avec plaisir. Je viendrai, je vous tiendrai au courant. Très clairement. C'était très sympa de t'avoir ce soir. Merci à vous. Hein. Donc c'est agréable. On a reçu plusieurs projets, je te le disais. Je ne sais pas si tu connais Lizzy, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, ou d'autres. Et c'est vrai que vous avez tous une vision un peu personnelle, mais en même temps qui se rejoint en fin de compte, hein, quand même beaucoup sur le fait de vouloir uncustodialiser les wallets et rendre en gros, créer une banque Web3 friendly, crypto friendly, NFT friendly, etc. Donc c'est toujours cool d'avoir des différentes visions. J'ai bien aimé au-delà de ce que tu nous as dit sur le projet, ta façon, ton personnage, tout simplement, et ta façon d'anticiper et de voir les choses. Donc c'était vraiment très sympa, très instructif. Tu reviens évidemment quand tu veux. On fera peut-être un autre amas d'ailleurs au moment de la sortie de la collection NFT en public, qui par la force des choses voudra dire aussi que l'application sort, si j'ai bien compris ce que vous cherchez à faire. Exactement ça. Alors, c'est vraiment dommage que je sois seul, parce que mes 3 autres cofondateurs, malheureusement, ne parlent pas français. Mais si vous souhaitez faire un jour une AMA en anglais, je serais ravi de les amener avec moi, parce qu'ils sont exceptionnels. Moi, je les adore. Pour les backstories, hein, Adriana, qui est donc la CEO, qui était la CEO de Revolut, qui est donc notre cofondatrice, c'est une Vénézuélienne qui arrive un peu par la force des choses en Europe grâce à une green card lottery, etc. Ils ont tous leur histoire. C'est assez marrant. Ils sont vraiment passionnants. Moi, je les aime beaucoup. Donc si un jour vous voulez faire une AMA en anglais, ça sera avec grand plaisir que je les amènerai avec moi, quoi. Eh ben, écoute, on fera peut-être la prochaine en anglais, du coup. On fera peut-être la prochaine en anglais. Un peu, tu vois, un peu français, un peu anglais en fonction de différentes questions, parce qu'on ne parle pas tous forcément très bien anglais dans la commu. Et ça serait dommage d'en mettre certains de côté, mais ouais, carrément, on fera le prochain en anglais. On aura la chance, du coup, d'avoir l'autre partie de l'équipe. Et c'est cool, ok. Bah, c'est entendu, on fait comme ça. Écoutez, de toute façon, on se reparle très vite. Je parlerai avec Tokai et on reviendra vers vous d'une pour cette histoire avec Pierre. J'essaierai de voir avec lui directement sur ce. Je suis fatigué, c'est un peu tard. Oh, il est tard. Voilà. Tu m'as compris. Et la deuxième chose, c'est de toute façon, on va revenir vers vous aussi avec un chiffre sur le nombre de whitelist qu'on peut vous donner. On essaiera de le maxer, hein, d'en donner le maximum. On essaie juste de répartir pour qu'en fait chaque commune soit contente et on ait assez, sans sortir de la supply, bien évidemment. Vos whitelists seront distribués avec rigueur. De notre côté, tu peux en être sûr.
Et tu peux remercier Tiokai, effectivement, qui a fait un super boulot en amont, en fin de compte, parce que c'est grâce à lui qu'on est là ce soir en AMA ensemble. Euh, je suis débordé, moi je reçois vraiment 700 messages par jour. Et pour le coup, Tiokai, on avait parlé ensemble. Je lui avais dit OK. Pour la petite histoire, une semaine plus tard, il me dit bon, alors c'est bon, on programme. Il envoie, enfin je sais plus, il envoie un message à Doc Marmotte avec qui je lui avais demandé de rentrer en relation aussi. Et je lui dis mais on s'est dit quoi en fait? Qu'est-ce qui c'est pourquoi monsieur? Et pour le coup, il a dû me réexpliquer. Alors c'est vite revenu, hein, mais on a dû reprogrammer un call. Il m'a tout réexpliqué, tout renvoyé pour qu'on arrive à cet amas ce soir. Donc tu le remercieras de ma part. Eh ben, ça, je n'y manquerai pas. Écoutez, merci beaucoup à tous. Je vais déco. Je vais aller prendre, je vais rentrer chez moi. Je vais dormir un peu et je suis de peu Oui, de ça mou depuis fait 5 heures du matin. Je suis un peu mort. Je suis désolé, j'ai plus de voix, j'ai plus rien. Non, non, Mais mais non, mais c'est vraiment, bon. ça fait super plaisir de parler avec vous ce soir en tout cas et d'expliquer sur quoi on était en train de travailler. C'est très libre, vous êtes les premiers à qui on parle en fait. Mais en dehors de nos investisseurs bien évidemment. Euh, donc encore une fois merci pour l'accueil et on revient vers vous très vite pour le reste. Merci à Très toi, bien. c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci, bye, ciao. Allez, ciao.